Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir tout ce que j'ai appris en fait en un an d'utilisation vraiment approfondie de Flutterflow. Donc ça fait à peu près, on va dire même un peu plus d'un an, en tout cas que je m'intéresse à cet outil-là, qui a donc vraiment moi complètement transformé ma manière de travailler. Et vous allez voir que je suis vraiment totalement transparent parce qu'au départ, de toute façon vous l'avez vu, hein, mes plus anciennes vidéos où je parlais de Flutterflow, c'était pas du tout positif, en tout cas j'étais extrêmement sceptique. Aujourd'hui c'est un outil que j'utilise au quotidien pour des projets professionnels et puis complètement personnels aussi, donc c'est vraiment pas qu'un outil de travail, enfin dans le sens où je fais des projets parfois même un petit peu pour m'amuser en fait tout simplement, et je le fais à une vitesse vraiment qui est extraordinaire. Donc moi, j'ai évidemment énormément progressé en partant de zéro avec déjà des compétences évidemment Flutter de développeur derrière, mais j'ai surtout appris à optimiser, vraiment à en tirer au maximum possible de cet outil-là parce qu'il y a vraiment plein de fonctionnalités un petit peu, je ne vais pas dire cachées, mais des petites optimisations que je vois encore plein de gens qui les découvrent aujourd'hui. Alors, la première thématique dont je voudrais vous parler, puisque c'est vraiment, on parle d'applications mobiles, il faut que je vous parle aussi de toute la publication en fait qui est autour du développement web. En fait, quand vous faites une application avec Flutter, ça va vous permettre de compiler votre code en fait pour plusieurs plateformes. Donc on va parler d'iOS, d'Android et aussi du développement web. Ici, quand vous testez votre application ici, d'accord, vous testez en mode local ici, vous allez lancer en fait une version web de votre application. Ok, là par exemple, je suis sur une version web de l'application WhatsApp que j'ai développée là pour la formation Flutterflow Excellence. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez à la fois une aide de déploiement pour l'App Store et le Play Store, mais vous avez aussi une aide de déploiement pour une version web. Ici, notamment, vous allez avoir l'URL en fait de Flutterflow, donc c'est flutterflow.app, et ensuite un sous-domaine qui va représenter du coup votre application ici. Donc là, en fonction du nom de votre projet, vous allez avoir un nom d'application. Et donc en fait là, dès que je fais une modification, je peux venir ici dans la section Web Publishing, je clique sur Publish, et ensuite je vais pouvoir ouvrir ce lien-là. Ok, donc ça vient m'ouvrir mon application. Il y a plusieurs choses qui sont importantes pour cette partie de développement web. Déjà, ça va vous permettre de partager extrêmement rapidement votre application. Là, vraiment, vous pouvez envoyer à un client, à un prospect, à un utilisateur le lien de votre application et il peut la tester. Il peut la tester ici sur un grand écran. Je vais vous reparler un peu de cette interface avec le menu navigation ici. Il peut le tester sur son téléphone et surtout, ici, vous le voyez, on a une petite icône maintenant sur tous les navigateurs pour installer l'application. Et ça marche aussi en fait sur un téléphone. C'est-à-dire que si vous passez par Safari quand vous êtes sur iPhone, sur iOS ou sur Google Chrome quand vous êtes sur Android, vous pouvez installer cette application sous forme de ce qu'on appelle de PWA. Alors PWA c'est quoi? C'est ici vous avez une petite case à cocher qui s'appelle Progressive Web App. Et donc quand vous cliquez dessus, quand vous la cochez, vous allez rendre cette application installable sur un ordinateur, sur un smartphone, etc. sans passer par les App Store. Ça, c'est une petite révolution parce que ça vous permet, en fait, à chaque fois que vous développez l'application, vous ajoutez, vous faites un changement de thème, peu importe le changement que vous faites, vous cliquez sur Publish ici, ça va faire tourner un peu le moteur de Flutterflow, il vous génère en fait cette version web, il l'héberge sur le cloud ici de Firestore, de Flutterflow, et ça vous permet de mettre à jour ensuite votre application. Moi, je m'en sers très souvent pour tester mes applications sur un smartphone en réel. Attention, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles. Hein. Par exemple, ici, j'ai une fonctionnalité pour créer par exemple un QR code. La fonctionnalité de scan, elle ne marche pas quand on est en version web. Ça marche que quand on est sur une application native iOS ou Android. Mais ça va vous laisser quand même 99% de vos fonctionnalités qui vont complètement fonctionner. Donc quand même, ça c'est une première astuce, faites-le à chaque fois. Vous commencez un nouveau projet Flutterflow, vous allez dans la section ici Web Publishing. Alors avant, il faut juste sélectionner dans plateforme, vous cochez Web, c'est pas fait par défaut, mais ça vous coûte rien. Et ensuite vous publiez votre application. Vous pouvez partager ce lien-là, vous l'avez ici, vous l'envoyez à des utilisateurs, à des prospects, à vos clients pour partager l'avancement de l'application. C'est vraiment génial. Et moi, toutes les applications que je vous partage à chaque fois, ce sont des applications qui sont faites en PWA et vous avez quand même toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Deuxième astuce que je voulais vous proposer, et ça rentre dans cette idée de la version web. Ici, maintenant, en tout cas, ce que je fais, et c'est ce que j'ai fait là avec le projet Flutterflow, c'est que je fais en sorte d'avoir une application qui est totalement adaptative entre une version grand écran et vraiment mobile. Ici, en version mobile, je vais avoir une bottom navigation bar, okay, avec un menu de navigation traditionnel. Si vous voulez l'afficher ici, vous faites, alors quand vous êtes sur un écran d'ordinateur, hein, vous faites inspecter, et vous pouvez en fait ici changer les tailles d'écran. Donc soit vous faites, vous sélectionnez là, sinon vous le faites directement ici, vous pouvez changer la taille de l'écran, ça fonctionne aussi.
Là, quand je suis sur un écran de téléphone mobile, petit écran donc, j'ai une barre de navigation tout en bas. Et quand je le mets sur un plus grand écran type tablette, écran de l'ordinateur, etc., j'ai un menu latéral. Là, ce que vous pouvez vraiment vous dire, c'est que c'est vraiment la même application. J'ai pas deux applications, j'en ai pas une pour ordinateur, pour iPad, j'ai vraiment une application qui va être universelle. Et en fait, vous avez plusieurs astuces ici, c'est que votre app bar ici, vous allez la rendre responsive, c'est-à-dire que vous allez l'afficher que quand on est sur un écran mobile. Et en fait, ici, moi, j'ai créé un widget qui s'appelle, un composant qui s'appelle la Side Nav et que je ne vais afficher que dans le cas où je suis sur un écran de tablette ou d'ordinateur. Et ça fait qu'en fait, quand j'ai un écran qui est un peu grand, j'affiche ce menu latéral. Quand je suis sur un écran qui est plus petit, j'affiche du coup ici ma barre de navigation tout en bas. Et en fait, les boutons de navigation sont les mêmes. Ce qui est bien aussi, c'est que là, par exemple, on peut le voir, c'est complètement dynamique. Si je veux changer, par exemple, ici mon statut, voilà, ma barre de navigation ici latérale, elle est complètement dynamique. Et maintenant, je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo, mais j'essaie de concevoir tous mes projets comme ça, c'est-à-dire qu'ils soient complètement adaptatifs entre une version web et une version du coup mobile. Ça vous fait gagner énormément de temps et ça rend 100% de votre code et de vos applications multiplateforme et presque universel. Alors après, moi j'ai appris énormément de choses avec Flutterflow depuis ces derniers mois, ces dernières années. Parmi toutes les astuces que je pourrais vous donner, c'est utiliser au maximum en fait tout simplement les templates de Flutterflow. Ça c'est une autre astuce. Ici par exemple, tout ce qui est page édition du profil, ici vous voulez mettre à jour vos informations, vous avez pour ça ici des pages qui sont déjà faites. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire des recherches. Moi la page d'authentification par exemple, que je vous montre à chaque fois dans tous les projets, ça c'est une page qui est vraiment issue d'un template de Flutterflow. Moi j'enlève par exemple le bouton de connexion à Apple par exemple, mais je laisse vraiment l'essentiel du design. Ici la page de setting, comme je vous disais, d'édition du profil, c'est vraiment ici, voilà, vous allez dans la section setting, moi je vais à chaque fois prendre voilà, cette page-là, qui est très simple. Vous avez déjà le bouton ici pour modifier une photo de profil, et vous avez différents champs. Et donc moi, c'est vraiment cette page-là que je réutilise à chaque fois pour tous mes projets. Donc n'hésitez pas à utiliser les templates de Flutterflow ici. Ils vous font gagner un temps qui est considérable. Vous avez plein de catégories pour les contenus, etc. Et je m'en sers à la fois pour effectivement des pages, mais aussi pour des widgets, pour des composants. Par exemple, ici, ce composant QR code, alors c'est pas un composant QR code, c'est ici ce qu'on appelle un bottom sheet. Vous avez plein de bottom sheets qui existent pour faire du paiement, pour afficher des choses. Et moi, celui que j'ai repris, voilà, c'est celui-ci. Alors à la base, ça avait rien à voir, c'était pour modifier le thème couleur. Moi, je m'en suis servi pour afficher en fait un QR code à l'utilisateur. Après, vous pouvez évidemment les personnaliser. Gros point donc quand même de Flutterflow, n'hésitez pas à utiliser du coup les templates à la fois de pages, de composants. Moi j'utilise j'utilise jamais le fait de créer un template à partir d'une application complète avec plusieurs pages. Je préfère partir d'une application vierge et de créer page après page, composant après composant, parce que ça reste plus flexible et on ne s'attarde pas trop à reprendre des composants ou des templates qui sont faits à en avoir trop d'un coup. Là, vous le faites page par page, c'est déjà très bien, vous avez énormément de contenu que vous allez pouvoir réutiliser, le contenu, le e-commerce, enfin, c'est assez incroyable. Ici, ils ont une section qui s'appelle Flows, qui va vous permettre en fait d'avoir un ensemble de pages ou de composants, mais moi je suis pas hyper fan de cette partie-là parce que ça demande encore une fois pas mal de travail à reprendre tout ça derrière. Un autre point qui est extrêmement important, que je rencontre aussi avec pas mal de gens qui suivent les formations, c'est de bien structurer en fait ces collections Firebase. Encore une fois, je vous en parle à chaque fois, Flutterflow c'est intimement lié pour l'instant à Firebase, parce qu'on est quasiment obligé de passer par cet outil-là pour utiliser toutes les fonctionnalités qui sont mises à notre disposition. Je pourrais vous montrer plein de projets que j'ai réalisés. Là, je vous montre les projets de la formation Flutterflow Excellence. Essayez au maximum de condenser en fait vos collections. Essayez de bien gérer les collections, les sous-collections. Ici, quand on va avoir des appels, par exemple, avec des listes, des contacts, par exemple, une liste de contacts, essayez de simplifier au maximum vos collections. Malheureusement pour ça, c'est assez compliqué de vous expliquer ça de manière universelle dans une vidéo et souvent je le fais quand je fais du coaching avec une seule personne, on va se concentrer du coup sur son projet. J'ai pas de recette magique, j'essaie de vous enseigner en fait avec des exemples comment on structure bien une base de données ici avec Firebase, comment on structure bien ses collections. Là je vais vous donner quelques conseils, vraiment les grandes lignes directrices. Il faut vous dire en fait qu'une collection c'est bien pour un type de données. Par exemple pour un projet comme TikTok, ici je vais avoir une collection user et une grande collection vidéo. Okay. Mais comment je fais pour savoir, par exemple, moi, quelles sont les vidéos que j'ai publiées? Et bien pour ça, on va utiliser des sous-collections. Et ces sous-collections-là, elles vont stocker en fait ici des références de vidéos, de documents d'une vidéo. Et par exemple, je vais utiliser aussi les sous-collections pour la gestion des commentaires.
les commentaires, ils font forcément référence à une vidéo. Du coup, à ce moment-là, je peux utiliser une sous-collection comment pour la collection vidéo. Essayez du coup un maximum de rassembler vos collections pour qu'il y en ait le moins possible, d'accord, pour que ça soit le plus propre possible, et faire en sorte que vous n'ayez jamais de doublons en fait dans votre base. Par exemple, ici, quand je vais avoir mon fil d'actualité, qui va être dynamique ici pour un projet comme le TikTok, c'est finalement que des références de vidéo et une date pour les trier, et la référence de la vidéo pour l'afficher. Mais les informations de la vidéo sont bien stockées dans la collection vidéo. Pareil pour le projet WhatsApp, je pourrais vous en parler aussi, les discussions, on va avoir mes propres discussions qui ça va être des références à une discussion. Ici, pour les messages, ça va forcément faire appel à une discussion. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur les collections Firebase. Essayez au maximum de simplifier. Essayez aussi de vous inspirer de projets existants, de reprendre les projets de la formation Flutterflow Excellence parce que ça va vous aider à vous bien structurer vos données. Donc vous avez les projets Instagram, Amazon, Uber, TikTok ici et WhatsApp qui vont déjà vous donner en fait plusieurs exemples de fonctionnement en fait de collection ici Firebase. Après, il y a tout ce qui va concerner les optimisations et la gestion des bugs en fait avec Flutterflow. Ça, c'est une partie ici, vous avez plusieurs informations, vous avez ici des warnings qui vont vous donner en fait tout simplement des informations sur ce qui peut fonctionner ou pas. Vous avez aussi des petites astuces aussi d'optimisation. Alors moi, j'avoue que je ne m'attarde pas trop dessus. Ce qu'il faut essayer de comprendre en fait, c'est que quand vous faites du développement, il faut y aller progressivement. Essayez du coup de faire votre application partir vraiment de ce qui est le plus simple possible au départ, ce qu'on va appeler couramment le fameux minimum viable product, quand on est dans le domaine des startups notamment. Essayez d'y aller progressivement. Faites en sorte qu'au fur et à mesure, votre application, elle fonctionne toujours. Et vous ajoutez les fonctionnalités étape par étape. Parce que si vous faites tout d'un coup et que vous avez du retard sur certaines parties, vous allez avoir ici beaucoup de bugs qui vont pouvoir apparaître. C'est pour ça que moi, je vous invite à avoir cette gestion aussi de la version web pour dire, voilà, à chaque fois que je fais une modification, je publie en fait la version web, je peux la tester et j'ai une version qui est déjà stable en fait sur les stores. Et c'est important en fait d'avoir cette vue d'ensemble de votre projet. Sachez que de toute façon, moi, une des premières choses que je fais pour un projet avec quelqu'un que je vais accompagner, c'est qu'on va d'abord structurer sa base de données parce que ça fait partie des choses les plus importantes. Et le reste en fait va quasiment naturellement couler de source. On peut avoir des fonctionnalités qui sont un peu plus délicates. Par exemple, ici, je peux vous donner un exemple, supprimer toutes mes photos. Ça, je vais utiliser des custom codes. Ici, il y a certaines fonctionnalités qui sont toutes bêtes, mais qui vous demandent en fait tout simplement de faire des modifications parfois, d'aller un petit peu plus loin avec du code. Pour le projet de TikTok, par exemple, je pourrais vous montrer, j'ai besoin par exemple d'une custom action pour générer un fil d'actualité qui va être personnalisé en fait à l'utilisateur pour que en fait, on lui propose ici un abonnement qui dépend vraiment en fait des personnes que cette personne suit quand elle a cliqué sur le bouton follow. La gestion des bugs, ici avec Flutterflow, vous avez vraiment une aide qui va quand même vous aider avec une gestion des warnings et des erreurs. Donc les erreurs, c'est fatal, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas du coup tester votre application tant que l'erreur n'est pas résolue. Et vous avez aussi des petits warnings. Donc les warnings, moi, j'y fais pas trop attention parce que j'ai pas trop le temps de m'y attarder. C'est des optimisations parfois de design, etc. Mais le grand conseil que je peux vraiment vous donner, qui est à peu près universel pour tous les projets, c'est allez-y vraiment étape par étape. Faites les choses proprement. Un petit peu comme quand on est en cuisine, il faut y aller proprement, il faut ranger derrière soi, il faut faire en sorte que ça soit propre, organisé et que ça fonctionne. En fait, ça c'est le plus important. Faire en sorte que votre application elle soit très progressive. Commencez par les fondations. Notamment les fondations, c'est quoi? C'est les collections, une bonne structuration de vos collections et construisez autour de ça pour que votre application elle soit la plus évolutive possible, que vous puissiez la mettre à jour. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui aux gens quand je fais du coaching, c'est comment faire en sorte qu'on puisse bâtir les bases de son application et puis demain la faire évoluer avec d'autres fonctionnalités qui vont venir s'articuler autour d'une base qui est déjà réalisée. Encore une fois, si ça vous intéresse de vous former à Flutterflow, vous avez un cours gratuit que j'ai rendu disponible, c'est le premier chapitre de la formation Flutterflow Challenge, vous avez le lien en fait dans la description. Vous pouvez aussi du coup me rejoindre dans la formation complète Flutterflow Challenge, c'est vraiment pour apprendre les bases de Flutterflow avec Firebase, etc. Et là je suis en train de terminer la fonctionnalité, la formation Flutterflow Excellence, où là, on développe 5 grands projets d'applications les plus connus. Donc, il y a WhatsApp, TikTok, Amazon, Uber et Instagram, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Donc, ils sont 5 projets que j'ai réalisés avec Flutterflow. Vous avez en plus de ça accès à un coaching à privé avec moi et également accès aux lives et aux ateliers qui seront disponibles ici en rediffusion. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous dis du coup à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!